Écrire, c'est structurer la pensée. C'est raconter, transmettre, convaincre, rêver. Mais aussi coder, soigner, éditer, enseigner. Car l'écriture est partout, elle façonne notre monde. Bienvenue dans le podcast Euphonie. Nous y explorons l'écriture sous toutes ses formes. De la typographie au copywriting, du journal intime au code informatique, nous décortiquons ensemble les disciplines qui reposent sur l'art des mots. Métiers éditoriaux, procédés créatifs, enjeux techniques. Des disciplines qui, a priori, n'ont rien en commun. Prêt et prête à plonger dans les coulisses de l'écriture? Bonjour Olivier. Bonjour, Comment ça va? comme un vendredi. Comme un vendredi, oui. C'est un enregistrement qui a lieu un vendredi. Donc Olivier Gechter, qui es-tu? Alors, je suis pas mal de choses en même temps, mais tout le monde fait ça, hein. Alors, principalement, je suis dans le civil, ingénieur dans la construction nucléaire, pour faire simple. Mais je suis aussi auteur depuis 25 ans maintenant, je pense, si on considère que les écrits amateurs d'avant comptent pas. Donc j'ai écrit, on approche la cinquantaine de nouvelles, 5 ou 6 romans, un livre de cuisine, et récemment un livre d'astrophysique culinaire ou réciproquement, je sais jamais trop comment le présenter. Je donne aussi des conférences de vulgarisation scientifique. Bon, on va pas dire que c'est une activité très intensive, hein, mais j'en donne à l'occasion. La dernière, c'était au Musée des Arts et Métiers, dans le cadre de Sciences pour tous. Voilà, donc ça, j'appelle ça mes loisirs créatifs, on va dire. J'en ai d'autres, mais c'est un peu pour cela que je suis ici. Et je crois que j'ai fait le tour de ce qui est intéressant. C'est déjà pas mal. Mais je crois aussi que tu t'adonnes régulièrement à la cuisine. Ah bah oui, on n'écrit pas un livre de cuisine sans cuisiner un peu. Cela dit, ça serait amusant de demander un livre de cuisine à quelqu'un qui a jamais cuisiné. Ça pourrait être une expérience. Donc oui, je cuisine parce que j'aime bien manger. Et donc dès que j'ai quitté papa-maman, je me suis mis à cuisiner parce que hors de question de mal manger. Et puis de fil en aiguille, bon déjà c'était aussi une activité, j'aimais bien en étant plus petit, moi je voulais faire cuisinier, mais à l'époque c'était mal vu. Il y a eu une époque où être cuisinier c'était moins bien vu que plombier. Et du coup mes parents m'ont empêché de faire ça, et peut-être qu'ils ont eu raison, je sais pas, mais en attendant j'ai toujours aimé cuisiner. Donc du coup, j'ai essayé de joindre la cuisine et la littérature en mettant un peu le pied dans la littérature culinaire, plus ou moins directement. Ce qui est pas Donc là, facile quand on n'est pas connu. dernièrement, donc tu as été l'auteur tout dernièrement d'une publication culinaire qui s'appelle Ouais, presque, c'est dur presque attention au culinaire, ouais. titre, C'est la grande cuisine cosmique. Alors c'est plutôt un livre d'astrophysique qu'un livre de cuisine, mais on m'avait demandé parce que l'idée vient pas de moi. Je suis pas, c'est un éditeur qui est venu me demander si je savais faire un livre de ce type-là, c'est-à-dire un livre d'astrophysique mais expliqué par la cuisine. Alors, par la cuisine avec des procédés culinaires, c'était un peu au-delà de mes compétences, mais trouver des parallèles dans la cuisine pour expliquer des phénomènes physiques compliqués, ça par contre, j'avais pas trop de problèmes. Donc j'ai dit chiche, et bah, il s'est trouvé qu'on a quand même émaillé le livre de quelques recettes qui collaient avec les différents thèmes. Mais donc c'est un livre assez amusant qui vous présente de façon ludique l'astrophysique, tout en prenant le maximum de parallèles culinaires qu'on a pu trouver. Donc il y a des évidences, genre la Lune ressemble à une crêpe, voilà, bon, c'est absolument évident. Par contre, le fait que il y a des donuts dans l'espace, de la choucroute, et qu'il y a des phénomènes astrophysiques qui ressemblent énormément à ce qui se passe dans votre casserole. Je suis pas le premier à les avoir vus. Les astrophysiciens s'en servent aussi pour faire de la vulgarisation. Par exemple, les pancakes de Leibovitch qui sont
la façon qu'aurait eu l'univers de se fragmenter pour former les galaxies. C'est une théorie tout à fait sérieuse sur laquelle il y a encore des papiers qui sortent régulièrement. Donc il y avait du thème et ça fait un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire et j'ai eu des très bons retours de mes lecteurs, donc plaisir partagé comme autour d'une bonne table, c'est sympa. Disponible aux éditions Tana, il me semble. C'est ça, Tana, Très édition bien. Tana. Et il doit en rester deux, trois, ruez-vous dessus. Ah oui, s'il en reste que 2 ou 3, je pense qu'il va falloir qu'on se presse un petit peu, mais Ouais, sinon les prix vont augmenter, attention. oui, parce que l'inflation, elle a bon Voilà. dos. Ouais. Non, mais en fait, c'est autre chose. C'est un livre qui a le mérite d'être écologique, Ah, parce que comment? Tana fait un point d'honneur à utiliser déjà du papier enfin, et des imprimeurs le plus locaux possible. Donc, imprimé en France, papier circuit court ou recyclé. Et pareil, les encres sont biodégradables. Très Donc, bien. et en Donc plus, on peut jeter ton œuvre dans la nature. ouais, vous pouvez le jeter aux toilettes, faire du compost avec, c'est parfait. Et, Très bien. euh, et, euh, mais en fait, ça donne des livres qui ont un design un peu particulier au niveau des choix des couleurs, justement. Et j'ai trouvé que c'était vraiment des très beaux livres du fait de la contrainte qui se sont imposées. Moi, j'ai bien aimé. Je vous conseille de regarder un petit peu ce qu'ils font, juste pour profiter des belles couvertures. C'est intéressant. Bien, merci. On va alors avant de d'entamer, d'aller, dans le sujet, dans le vif du sujet, comme disent les personnes qui savent parler français, aller voir, la dernière publication d'Olivier Gechter qui s'appelle Cuisine cosmique aux éditions Tana. La grande Et cuisine cosmique. la grande cuisine cosmique. Donc allez le voir, mais surtout achetez-le, si possible. Ah oui, plein. Plein, plein, plein. Et offrez-en à vos amis, etc. Donc Ah, ils seront ravis. ça a été un très bonne idée de cadeau pour Noël, hein. Mais maintenant, il y a la Saint-Valentin. Ah non, c'est ce soir, trop tard. Mais il y a toujours une bonne occasion pour faire des cadeaux. Euh, Notre thème du jour est donc dystopie. Imaginer et anticiper les récits du futur, parce qu'il me semble que tu écris aussi de la science-fiction. Alors, surtout en nouvelles. C'est-à-dire, si vous Oui, prenez mes gros livres, c'est pas trop de la science-fiction. Par contre, en nouvelles, oui, une bonne moitié de mes nouvelles sont de la science-fiction. Et puis, même si j'en lis pas en ce moment, je suis quand même globalement un gros lecteur de science-fiction. Et forcément, la dystopie fait partie, parmi les grands classiques par lesquels on commence la science-fiction généralement. Il y a de la dystopie, ne serait-ce que Le meilleur des mondes ou 1984, pour parler que de cela. Donc, Ray Bradbury et, et George Orwell. Et, oui, euh, et du coup, oui, c'est forcément un genre auquel on touche quand on aime la science-fiction. On y touche un jour ou l'autre. dis-moi, c'est quoi pour toi la dystopie? Est-ce que tu seras en mesure de définir cela en quelques minutes, secondes? Ouais, en seconde, ça devrait aller. L'utopie, je pense que tout le monde voit ce que c'est. C'est donc un récit se plaçant dans un monde idéal, voilà, où on décrit le monde idéal, sous-entendu que le nôtre n'est pas idéal. Donc ça, il y a aussi beaucoup de littérature comme ça, surtout au 18e, il y a pas mal de choses intéressantes. Par exemple, le livre de Cyrano de Bergerac, Les Empires de la Lune, il y a une partie utopie assez sympathique. Les Empires du Soleil, pardon. Bref. Et puis la dystopie, ben on prend le contre-pied inverse. On imagine un monde qui fonctionne, mais est, qui est négatif par rapport à nous. Donc on est sur de la perte de liberté, on est sur
sur les problèmes politiques qu'on a actuellement sont amplifiés. Alors, on remarque que c'est plus facile de faire de la dystopie quand tout va bien, du coup, parce que le contraste est plus Et plus fort. saisissant. Et entre auteurs, on se dit assez souvent ces temps-ci que, avec l'actualité qu'on a, faire de la dystopie, ça devient quand même assez compliqué parce que la réalité est un petit peu en train de rejoindre les fictions qu'on a eues ces 20 dernières années, là. Et donc la dystopie est peut-être un petit peu en danger, je vais dire. D'un point de vue genre intéressant parce que c'est trop proche de nous. C'est-à-dire que commencer à vouloir faire pire que ce qu'on entrevoit, ce qu'on a déjà imaginé, parce que si vous prenez, alors je vais pas pouvoir être encyclopédique sur les titres de dystopie parus ces 20 dernières années, parce que souvent je me rappelle pas des titres, mais bon, bref. Mais quand on a présenté dans le tout ce qui est cyberpunk, donc un courant de science-fiction qui est juste souvent assez dystopique parce qu'en plus souvent un futur proche qui est décrit où la technologie est très en avance sur l'époque de l'écrivain en tout cas, et ça pose donc des problèmes sociaux. Bon ben là on est tellement dedans avec tout ce qu'il y a autour de l'IA qui est débridé, ou les problèmes écologiques qui s'amplifient, tout ce qui était prévu dans les années 90 niveau météo qui ont l'air de se vérifier, la politique sent pas très bon, donc on se retrouve avec les ingrédients de la dystopie d'il y a 20 ans dans nos assiettes. Mm. Mais c'est vrai que pour faire un parallèle, je, en tant que lectrice également, Mmh. il y a eu un moment, il y a eu toute une période où moi j'avais l'impression que certains récits étaient trop en avance. Par exemple, si je parle de Stepford Wives, donc les femmes de Stepford, Mmh. de je sais plus qui, Irvine, j'ai plus le nom en entier, mais il y a la base, c'est le fait qu'il y a une forme de cyborg qui remplace ton épouse pour avoir des femmes parfaites. Mais finalement, le fait d'avoir des cyborgs, c'est aussi avancé. C'est pas pour tout de suite. Donc, j'ai toujours senti en lisant de la science-fiction une forme de distanciation sur le niveau de plausible d'une certaine technologie ou d'un certain fait. Et en même temps, il y en avait, il y en a aussi où on dit, où tu dis, ah oui, bah, dans les années 80, on est censé avoir des voitures volantes parce que ça a été créé avant, sauf que ça a été plus lent comme évolution Ouais. technologique. Et il y Mais a, y a des blagues comme ça où on dirait, ah bah tiens, aujourd'hui, ça devrait être tel jour que telle personne dans tel roman a fait ceci ou cela. Et là, j'ai l'impression que effectivement, ce que tu décris, qu'on lit beaucoup, c'est cette espèce de fusion entre fiction et réalité sur des choses qui sont fantasmées avec des évolutions technologiques ou des avancées techniques qui vont de plus en plus vite. oui, mais il y a également la partie sociétale, quoi. C'est-à-dire que la science et la technique, souvent je vais pas dire que c'est un accessoire de la science-fiction, mais si, c'est quand même beaucoup du décor. C'est-à-dire qu'il est très facile de prendre du cyberpunk et d'avoir la même histoire sociale de nos jours. Ça marche aussi. Il faudrait faire des transformations parce qu'évidemment, on n'a pas des implants neuronaux. Et puis, on va du coup Pas perdre. encore. Non, pas encore. Et du coup, on va pas avoir non plus, comme dans bon, j'ai oublié le titre de mon roman cyberpunk préféré, ça craint. Baron Noir. Non, ça c'est du steampunk, ça, et c'est de moi qui l'écris. Ah, pardon. Et c'est moi qui l'écris en plus. Mais en fait, on pourrait transposer ces romans de nos jours en changeant un peu le méchant et la bagarre finale, ok? Mais les problèmes sociaux, ils seraient, par exemple, je me rappelle dans Mona Lisa s'éclate, c'est un autre roman de William Gibson de steampunk, il y a la problématique des gens qui peuvent plus prendre la voiture pour des raisons à la fois économiques et de trafic.
Et donc, ils sont avec des vélos ultra légers en carbone. Oulala. Euh, en fait, il avait déjà tout sur place comme technologie. Les vélos en Mm. carbone existaient dans les années 80, même si c'était cher. Il s'est dit bon ben du coup ça va être démocratisé. Le vélo existait, ça c'est sûr. Les problèmes de trafic à New York, eh ben, ils existaient. Il est allé juste un peu au-delà de la logique, mais la technique finalement n'est qu'un décor ou un prétexte dans ce cas-là. Ou alors il y a le cas de ce fameux roman dont j'arrive toujours pas à me rappeler le nom. Neuromancien? Non, c'est pas le même. Ah, je peux aller le chercher dans ma bibliothèque, mais ça va faire un trou. C'est de Greg Egan, je crois. Oh, je sais plus, j'en ai marre de pas avoir de mémoire. Bref, en tout cas, il y a le héros qui est livreur de pizza. Et comme un livreur de pizza normal, mais en fait, s'il livre pas la pizza dans les temps, euh, on le bute. C'est-à-dire que la pizza, elle n'est pas seulement gratuite, il se fait buter devant le client qui fait donc tout pour que le gars arrive en retard pour pouvoir admirer ça. Voilà, donc on est dans une dystopie qui est quasi humoristique tellement il est allé loin dans la logique, où on a pris notre travers d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à un moment il y avait, oui, la pizza gratuite si elle n'est pas livrée dans les 20 minutes, ça c'était Domino Pizza, je crois qu'ils faisaient ça. Et c'était devenu un espèce de challenge de la livraison de la pizza rapide. Bah, il a pris ce truc-là, il l'a déplacé un petit peu, c'est devenu absurde, mais c'est de la science-fiction et c'est de la dystopie. C'était assez excellent, j'ai trouvé. Et donc le gars arrive quand même à livrer la pizza à la seconde près, hein. Et Mais c'est donc, vrai que j'ai l'impression qu'il faut vraiment, quand on fait une fiction qui imagine une réalité alternative, elle est forcément hyper pessimiste. c'est facile d'être pessimiste, je dirais. Et puis honnêtement, quand on est écrivain, on cherche à représenter des conflits, des problématiques entre les gens, etc. Donc si c'est tout est positif, il n'y a pas de roman en fait. J'ai rien contre ce qu'on appelle le solar punk, etc. Mais il faut quand même qu'il y ait du conflit et des problèmes quelque part à régler, sinon autant pas faire un roman, hein. Donc on a le travers du coup de décrire surtout des situations qui sont à problème. Et si on est auteur de science-fiction, on va du coup être attiré par des situations soit dystopiques parce que on est sur un peu de la critique sociale actuelle, soit des grandes guerres cosmiques, des colons spatiaux qui sont dans la gadoue avec des extraterrestres qui veulent les manger, des problèmes de maladies mutantes. On a rarement des extraterrestres gentils qui viennent apporter des doudous et des petits chocolats, hein, et qui repartiraient après en ayant nettoyé en plus. Ah, ça pourrait être une bonne nouvelle, ça. Mais on peut pas faire plus Et qu'une ben bonne voilà. nouvelle. Voilà, un roman entier sur le sujet, genre, c'est compliqué, donc on le fait pas. Et on va s'inspirer, du coup, beaucoup enfin, la science-fiction, même la plus éloignée, c'est une façon de parler de notre société en mettant un petit peu de distance géographique, temporelle ou technologique dessus, mais on parle essentiellement de notre société. Mais dans science-fiction, il y a le mot science. Oui, Donc, très régulièrement, quand on regarde un film, on se dit ah non, ça c'est pas possible. On lit un livre, on se dit oh, mais est-ce vraiment plausible? Bon, d'accord. Est-ce qu'il faut que j'accepte ceci pour l'amour de la fiction, ce petit fait ou ce grand fait parce il peut structurer finalement tout le contexte. Quand c'est des choses qui sont, parce qu'on sait que la science évolue, les découvertes évoluent, etc. Mais quand il y a des choses qui sont vraiment hyper bancales, euh, est-ce que c'est pas grave parce que de toute façon c'est de la fiction, c'est pour de faux, ou bien ça peut corrompre finalement l'appréciation de l'histoire. je pense que c'est pas grave si c'est bien fait. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire là où ça ne marche pas, ça va vous sortir le lecteur
aussitôt, c'est quand ça ne marche pas, mais l'auteur s'évertue à expliquer le contraire, et puis de le démontrer même pendant qu'on y est. C'est hyper maladroit, et ça ne marche que sur les lecteurs qui ont vraiment zéro background scientifique, et encore, ils risquent de sentir un petit peu l'entourloupe parce que ça pousse trop. Mais en fait, il y a quasiment aucun... Enfin, si on parle de space opéra, donc de voyage dans l'espace, il y a quasiment jamais rien de vraisemblable dedans. C'est si vous voulez vraiment déprimer, vous écoutez une conférence de Roland Lehoucq sur le voyage spatial, il vous remet les choses en place avec des rapports poids-énergie, puis vous comprenez que les empires galactiques, ça va être compliqué. Donc tout ce qu'on voit avec les vaisseaux qui vont quand même à la vitesse de la lumière, on a beau savoir que ça marche pas, si l'auteur n'a pas l'habitude des années 50 de vouloir à tout prix donner des mots scientifiques pour expliquer des trucs, ça passe, ça va aller. Si on vous raconte des cracks, par contre, ça va vous sortir du roman. Mais dans ces cas-là, c'est souvent justement la technique est plus un décor. Dans ces cas-là, le voyage spatial est nécessaire, on va dire, dans une histoire. Mais en fait, une fois que vous avez admis, ça revient plus du tout sur la table, pas plus que on va pas parler de votre voiture en racontant votre vie. On va dire vous avez une voiture, point. Ok, on admet, c'est bon. On a le voyage spatial, ok, c'est bon, on admet. Par contre, il y a des livres où on est plus, par exemple, il y en a beaucoup sur les nanotechnologies, où là, la nanotechnologie, souvent, était plus présentée comme le nœud de l'histoire. Franchement, vous enleviez la nanotechnologie, qui marchait, enfin, qui est quasiment magique à chaque fois dans ces types de romans, il n'y a plus d'histoire du tout. Faut écrire autre chose. Par exemple, quel exemple j'avais alors il y a des exemples où c'est juste accessoire aussi, mais il y en avait un, c'était un roman finlandais. Alors vous excuserez, je retrouve pas le nom, mais où si le personnage n'était pas essentiellement composé de nanotechnologie, il n'y avait pas d'histoire. Parce que ça lui permettait d'interagir avec des machines et ça lui donnait une autre intelligence et une autre façon de voir l'univers. Donc ça, dans ce cas-là, il était bien obligé de rentrer dans le détail, mais souvent en passant un peu par le merveilleux. On n'était pas dans de la hard science pure. Il y avait aussi beaucoup de psychologie et un petit côté merveilleux à la présentation. Donc pour moi, c'est l'écrivain qui doit savoir doser la technologie qu'il met, soit en éludant, parce qu'une bonne ellipse, ça marche bien, soit prenant un contre-pied qui peut être parfois poétique, hein, pour faire accepter l'invraisemblance au lecteur. C'est la suspension d'incrédulité qu'on trouve dans tous les romans, de toute façon. Ça me rappelle un peu ses conseils sur comment bien mentir, Ah voilà, qui est de éviter de t'embourber dans un argumentaire que tu ne maîtrises pas parce que dans tous les cas, il n'existe pas. Ou oui, alors il se base sur un truc qui est fondamentalement bancal. Mais autrement, ou le concept du vendeur de voitures qui t'arnaque. tout à Donc, il fait. te dit franchement, vraiment, absolument, cette voiture est fantastique. Oui, bah, Elle ne consomme pas du tout. et quelque chose au fond de votre tête vous dit celui-là, il est en train de me mener en bateau. Et là, Et c'est louche. dans les romans, des fois, on a cette impression quand l'auteur insiste lourdement sur les termes techniques. Enfin, c'était quelque chose qui était assez courant dans les années 50-60, même 70 dans les romans. On le fait plus du tout. Il faut savoir faire une bonne ellipse, hein, ça marche bien. Et il faut éviter de prendre l'auteur pour un crétin, ça c'est bien aussi. Et alors, il y a beaucoup de romans américains qui prennent L'auteur, le vraiment... lecteur. Le lecteur, oui, pardon. L'auteur aussi, parce qu'il faut le payer. Ça, je dis ça pour les éditeurs qui nous écoutent. Bon, bref, Bonjour. vous couperez ça au montage. Non. Euh,
Merde. Donc, ouais, donc faut pas prendre le lecteur pour un crétin, et ça, ça arrive souvent quand on veut justement, on a expliqué au début du roman un truc, ah ben on va le réexpliquer chapitre 3 puis 6 puis 12. Oh, stop. C'est souvent dans les romans de jeunes auteurs américains qu'on nous colle en rayon, où vraiment il y a des fois on ressort, on a l'impression qu'on nous a pris pour un couillon pendant tout le roman. Je donnerai pas de nom là. Oui, j'ai lu récemment un roman. Enfin, en fait, je ne l'ai pas lu parce que je ne l'ai pas terminé. Ouais, Et ça m'a beaucoup déçue parce que, enfin, ne, de ne pas avoir été capable de le terminer parce que je trouvais la base super, les personnages cool, ça avançait bien, l'action m'entraînait finalement à lire la suite. Sauf que l'explication des fondamentaux de l'histoire, enfin du décor, était tellement fréquente. J'en pouvais plus en fait, j'étais arrêtée de me rabâcher tout le temps la même chose, ça me bassine. J'avais envie de ouais, faire avance rapide juste pour savoir ce qui allait se passer et en fait ça ne créait même pas du suspense, ça créait juste une attente. exactement. Et ça, il y a souvent ça. Alors dans la fantaisie, avec les auteurs qui veulent à tout prix faire des paysans sur un univers très distinct et qui vous bombardent de termes abscons avec une langue inventée, et qui vous font ça pendant tout le roman. D'ailleurs, je crois Mm. que Boulet, le dessinateur, avait fait une très bonne BD sur le sujet sur son blog. Ouais. C'était tout à fait transposable à la science-fiction, surtout art science ou space opéra un peu exotique. Ce qu'on n'a pas Généralement sur ici. la fantasy, pour caricaturer, on a toujours un personnage qui a un Y avec des trémas sur son prénom et là on sait où on est. Bon, on sait qu'il est temps de fermer le roman et d'aller chercher autre chose. Là, Enfin, il peut, hein, s'il y en a qu'un seul ou deux, mais non, s'ils mais, sont tous comme ça. non, mais en fait, un de mes romans préférés n'est pas ni science-fiction ni fantasy, c'était Le Tempête rouge de Tom Clancy, que j'ai lu plusieurs fois. Et il y avait un truc qui m'agace profondément dans ce bouquin, c'est qu'il y a deux personnages principaux qui ont le même nom. Le même nom de famille ou le même Oui, nom tout court, les on deux, le dénominait pareil. non, non, ils ont le même nom, le même. Et sauf qu'il y en a un qui est un général russe sur le front allemand, et l'autre est un général russe en Islande. C'est très très agaçant. Et ben, quand on lit de la fantaisie avec des trémas partout et des Y, etc., on arrive à peu près au même stade où on ne sait plus qui est qui, parce que là, c'est pas qu'ils ont le même nom, c'est que c'est le même gloubi-boulga partout, et on n'arrive pas à imprimer. Donc on sait plus qui est quoi, et on a la même sensation de se dire, attends, ça fait 3 pages que je lis, mais je sais pas où je suis encore. C'est qui parle? Mais c'est intéressant ce que tu dis, comme tout ce que tu as dit précédemment, Ah, évidemment. merci. Ah, de rien. Mais en fait, c'est que je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est ça complète un peu ce que tu présentais sur l'ellipse nécessaire, pas forcément nécessaire, mais habile euh, pour ne pas insister sur des faits scientifiques qui n'ont pas de sens dans tous les cas. C'est, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais c'était très intéressant. Attendez, c'était très intéressant. Non, mais ah oui, le besoin de clarté, en fait. C'est que peu importe finalement le style, la façon dont c'est écrit, science-fiction, fantasy, merveilleux, utopie, peu importe, c'est le besoin de clarté dans tout ça. Et c'est ce qui fait que ça tient la route et qu'on n'a pas forcément l'impression qu'on est pris pour des idiots parce qu'on nous rabâche la même chose alors que finalement, si je ne suis pas sûre, en fait, je vais juste 3 pages avant parce que je ne sais plus exactement qui était ce personnage et je suis capable de le faire moi-même finalement. Hmm. Alors que si tu refais la description 15 fois du même décor ou du même fait sociétal qui crée un contexte particulier, c'est particulièrement agaçant Oui. et Après, peut-être que les faits scientifiques qui sont entre guillemets faux, si tu justement si tu les rabâches, quelqu'un qui sait que c'est pas possible, bah ça l'agace encore plus parce qu'il sait que c'est pas possible, laissez-nous tranquille. tout à fait. Et en fait, l'exposition dans un roman, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment le cœur du métier, je dirais, parce que euh,
c'est vraiment difficile de doser. En mettre trop au début, pour être tranquille après, ben, on va perdre le lecteur par exemple, dans La machine à différence de Gibson, j'ai pas pu le finir parce que l'exposition qui présente le roman, sur un roman de 1000 pages, c'était 350 pages. Au secours. Ouais, Et par contre, mais plus on avance, c'est bien d'en mettre un peu, mais plus du coup de l'étirer et de la diluer dans l'histoire. Mais il faut savoir le faire sans rabâcher, 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 comme tu disais tout à l'heure, ce qui va sortir aussi de lecteur, et cette fois, au lieu de l'endormir, on va l'énerver. Donc c'est du travail. ça peut être ça peut faire partie totalement du genre aussi. Tu vois, par exemple, dans les épopées, le principe, c'est qu'au début de l'épopée ou du merveilleux, on expose tous les personnages, on les décrit un par un. C'est un véritable catalogue. Euh, mais c'est ancien, quoi. Oui. C'est des manières un peu anciennes de faire. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a des personnes pour qui Le Seigneur des Anneaux est complexe à lire parce que c'est aussi un héritier de cet aspect épique où tu décris les personnages, tu donnes les noms des parents, etc. Et en face de ça, tu as des niveaux d'exposition où moi, tu vois, dans le domaine de la science-fiction, enfin, science-fiction, anticipation, enfin bref, récemment, j'ai lu Clara et le Soleil Mhm. de, zut, d'un des auteurs favoris de notre productrice. Alors, notre productrice Hélène, qui est en ce moment en coulisses, de Kazuo Ishiguro, voilà, prix Nobel de littérature d'ailleurs. Mais ce monsieur a publié récemment Clara and the Sun, que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup cette histoire, mais qui a été compliqué pour moi à lire parce que c'est vrai que Ishiguro a peut-être une tendance à assez peu d'exposition, justement. Donc il y a des choses où on est tellement dans l'action que tu vois cet adage de show don't tell, quoi. Tu fais faire l'action, mais tu décris pas toute l'action. Allons-y. Et ben, c'est un peu poussé à l'extrême sur certains points, au point où je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me dis, mais que font-ils? Pourquoi font-ils ça? J'ai tellement pas de contexte que voilà, d'un coup, il y a de l'eau qui tombe. Pouvait-on préciser qu'il pleuvait finalement? Pourquoi cette personne est mouillée? Non, là, j'exagère totalement. C'est un exemple hyper fictif, mais ça me faisait un peu cet effet-là. Oh, ça peut marcher. Enfin, je vois bien que ça peut marcher, hein. Il a eu un prix Nobel après tout. Oui, certes. Non, mais je me dis que, en fait, quand j'écris des nouvelles, on n'a pas le temps de faire d'exposition dans une nouvelle, c'est court. Donc, et comme j'en ai écrit pas mal, enfin, je me suis entraîné à justement faire cette technique de soit en montrer le moins possible et de laisser au lecteur le soin de boucher les trous, ce qui, bah, faut faire confiance au lecteur et à son intelligence, tout en lui donnant quand même des clés, parce que sinon, intelligent ou pas, il risque de se tromper, enfin se tromper. En fait, le lecteur est aussi le constructeur du livre, hein, en quelque sorte, quand on travaille comme ça. Parce qu'on a raconté une histoire, et si vous demandez au lecteur quelle histoire il a lu, ça sera peut-être pas la même que celle que l'auteur croit avoir écrite. Mmh. Et si vous voulez à tout prix faire une histoire super détaillée, précise, ciselée, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on y perd aussi en poésie d'un autre côté. Donc, faut trouver le dosage. Et avec la nouvelle, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas le choix. Faut le trouver, le dosage. Sinon, soit on fait des petits romans, soit on fait des mini textratés, mais faut vraiment trouver ce dosage-là où on, on laisse soit au lecteur de combler les vides. Et une fois qu'on a le bon dosage, on a une bonne nouvelle, quoi. Le lecteur sera doublement satisfait en fait. Et souvent, avec ces vides-là, c'est ce qui fait qu'on reste sur un texte et qu'on y réfléchit et qu'on passe le film dans la tête en se demandant si on n'a pas
il n'y aurait pas une autre façon de l'interpréter? Qu'est-ce qu'on aurait écrit après? Est-ce qu'on n'aurait pas continué à l'écrire? Ce qui se passe avant? C'est ce qui fait que quand je tombe sur un texte comme ça, je suis ravi, je lis plus rien pendant une semaine de peur de me mettre à penser à autre chose. Donc ça, c'était arrivé avec les nouvelles de Ken Liu, notamment, où pendant un jour ou deux, je restais comme ça à réfléchir à ce que je venais de lire, parce que justement, il y avait plein d'espace pour le lecteur et pour sa réflexion. Et la nouvelle, c'est beau. Voilà. On n'en lit pas assez, je pense. On te demandera une liste de nouvelles pour notre audience que tu pourras conseiller. Ok, je pourrais vous l'envoyer la semaine prochaine quand j'aurai retrouvé tous les noms. D'accord. Oui, c'est vrai qu'on a constaté que c'était compliqué. Ah Il y a ouais. aussi, Hélène nous dit, Haruki Murakami, qui est assez fort sur les épopées de vie dans un monde parallèle. Moi, c'est un peu le concept même de... je ne sais jamais comment prononcer le nom de son roman, qui est 1984, mais avec un Q à la place du 9, Oui. parce que c'est l'univers parallèle. Mais autrement, oui, c'est vrai, il y a une question de dosage. Et ensuite, j'avais une question à te poser, c'était sur la vulgarisation. Est-ce que la fiction, aussi plausible soit-elle, fidèle soit-elle à une certaine réalité scientifique, peut-elle être un outil de vulgarisation? Et j'ai un exemple pour ça, d'un roman que j'avais beaucoup aimé, qui est Seul sur Mars de Andy Weir, Oui. que j'avais trouvé fantastique, parce que en fait, je pense que c'est aussi le fait d'avoir fait une partie de mes études en physique-chimie, ce genre de choses, où en fait, je trouvais qu'il y avait un juste dosage qui était de dire, ok, je donne des choses scientifiques de physique-chimie qui étaient intéressantes pour faire avancer l'histoire, parce que c'est une personne qui est seule sur Mars et qui doit se débrouiller. Donc en fait, tu as quand même une description de ce qu'il imagine et ce qu'il rate. Donc il y avait une description finalement des expérimentations qu'il mettait en œuvre pour survivre, et que je trouvais assez bien faite, avec un bon dosage. Et je me disais, bah tiens, même quelqu'un qui est pas très fort en physique-chimie, qui a une vague idée de ses cours qu'il a eu au collège-lycée, il se débrouillerait. Et en même temps, il y avait aussi, je trouvais que c'était une belle approche de l'histoire de la conquête de Mars, enfin, sans trop divulgacher le roman, qui est devenu un film après en 2015, Oui. réalisé par Ridley Scott d'ailleurs. Eh bien, il y avait il se sert aussi des vestiges de robots qu'on a envoyés sur Mars, et ça donne justement un bel historique de la conquête martienne que j'ai beaucoup apprécié aussi. Mm. Donc finalement, moi j'ai trouvé que c'était un bel outil de vulgarisation de l'histoire de la conquête spatiale, et avec des petits bouts de physique-chimie, et aussi le savoir que je peux éventuellement me nourrir en plantant des pommes de terre avec de l'engrais à base de mon caca. Voilà. Oui. Alors, J'ai raconté justement, votre truc sur le roman. juste, Justement, ah bah, en peut-on fait, se nourrir de patates dans l'espace? alors, en fait, avant de parler de patates dans l'espace, ta première question sur la vulgarisation scientifique, enfin la fiction pour servir de vulgarisation scientifique, ben oui, ça marche. Après, le problème, c'est que on ne sait jamais quel est le niveau de fiabilité de ce qui est donné par l'auteur, qui, s'il fait bien son travail, est un peu documenté quand même. Et donc, du coup, il y a des romans où c'est plutôt c'est plutôt solide, genre Seul sur Mars, même si il y a plein de trucs qui marchent pas, ou même exactement dans le même genre. Il y a L'île mystérieuse de Jules Verne, où Mhm. ils reconstruisent une civilisation à partir de rien parce que l'ingénieur, je ne sais plus comment, sait tout faire et ils produisent leur acier, leur acide sulfurique, leur explosif, ils font tout eux-mêmes. Et ça fait vraiment penser à Seul sur Mars, mais c'est Seul sur une île déserte. Et c'est vraiment des choses sur lesquelles on peut justement s'appuyer ensuite pour expliquer
à des gens comment marchent les choses. Le roman lui-même, il peut être piégeux. Par exemple, dans Seul sur Mars, qui est d'ailleurs Roland Lehoux qui a très très bien commenté, si vous cherchez sur YouTube, il doit y avoir sa conférence sur le sujet. Il y a des choses qui sont complètement qui marchent pas du tout. Par exemple, déjà la tempête qui provoque la catastrophe et le départ de l'expédition -1, De tous ses collègues. voilà, tous ses collègues sauf un, bah, c'est pas Super. possible. C'est pas possible. En fait, une tempête sur Mars, on la sent pas. Il n'y a pas assez d'air. Donc, Ah, donc donc même tout est un vent de relatif 3, dans la notion de tempête. voilà, même un vent de 300 km/h, ça nous bougerait pas parce que ça équivaudrait à une brise de 30 km/h chez nous. Donc, il n'y a pas moyen que ça renverse quoi que ce soit. Donc ça, ok. Mais on remarquera que l'auteur s'était pas trop appesanti sur les détails, contrairement à plein de trucs plus tard dans le Hmm. roman. Ensuite, l'engrais biologique, pour parler, Des matières fécales voilà, humaines. le caca humain, voilà. Eh ben, sur le papier, ça pourrait marcher, mais en vrai, la terre, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et on Ouais. fabrique pas de la terre en mélangeant du sable stérile avec des matières fécales humaines. Ça marche pas bien. Donc il est très 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 probable que les patates crèvent là-dedans. C'est beaucoup trop simpliste. Mais c'est simpliste, mais c'est sur une base réelle. La Terre, c'est effectivement beaucoup de bactéries sur un substrat minéral. Donc sur le papier, c'est pas totalement déconnant, mais ça marcherait pas aussi simplement, hein. Ça c'est clair. Là où c'était très fort, c'est ce que tu disais, c'était la récupération du matériel, tout ce qui Hmm. était utilisation du plutonium pour chauffer la cabine ou des choses comme ça marche tout à fait en fait. Et il y a plein de bonnes pistes qui permettent justement Roland Lehoucq de faire des petits calculs pour montrer que ah bah, ça marche ou ça marche presque. Mais je pense que ça devient de la vulgarisation scientifique si on a une petite lecture dirigée à un moment. Sinon, c'est vraiment je suis pas sûr que ça donne un vernis scientifique parce qu'on saura pas trier ce qui est complètement faux de ce qui est totalement vrai. Et si on fait quelque chose de 100% totalement vrai, comme je disais tout à l'heure, ben c'est compliqué. Si ça se trouve, il y a même pas de roman. En fait, il faut voir pourquoi ces éléments sont décrits. Est-ce que c'est Hein. du contexte? Est-ce que c'est quelque chose de fondamentalement important dans l'histoire? Par exemple, cette histoire de tempête martienne qu'on ne sentirait pas réellement si on était dedans, c'est juste un prétexte pour que ses collègues partent finalement. Oui. C'est une tempête martienne, mais ça aurait pu être autre chose. Ça Hein. aurait pu être une attaque de martiens. Oui, alors là, on n'y Non, aurait pas cru. on n'y aurait pas cru. Et Mais puis le reste du roman n'aurait pas marché non plus. Donc oui, voilà. ils auraient pu avoir une gastro collective et puis partir. Puis, Alors là, pour faire des patates là-dedans, excuse-moi. ah oui, c'est terrible. Non, là, C'est tu viens de dire terrible. un truc horrible, hein. Horrible. Ouais. Non, franchement, non, non, fallait pas dire ça. Non, non, je vais arrêter mes analogies S'il te plaît. fécales. Mais en tout cas, c'est vrai que, alors que des choses comme le fait de se servir d'un robot avec des petits panneaux où on écrit des lettres et permettre aux gens C'est de la su- NASA sur Terre de réécrire un message à partir avec toutes ces petites pancartes. c'est Déjà, moi, super malin. j'admire le niveau de patience de, de tout le monde dans cette histoire. Parce que moi, ça se voit qu'il était vraiment en mode survie, parce que moi, j'aurais abandonné au bout de 3 minutes, Ah n'est-ce bah, pas? il y en a beaucoup à la place du héros qui se serait ouvert les veines pour gagner du temps, hein. C'est impressionnant d'ailleurs le personnage à quel point il est prêt à tout, même si des fois il se dit je suis prêt à tout parce que j'ai rien d'autre à faire, grosso modo. Oui, et puis c'est finalement peut-être que c'est un des moments où l'ennui est très porteur. Ah bah, Soudainement, déjà je le dis, on écrit bien que si on s'emmerde. C'est hyper important de s'ennuyer. c'est pour ça que tu n'écris pas si mal.
Oui, ben, je m'ennuie jamais parce que j'écris pour pas m'ennuyer, tu vois. Non, mais Ah oui, je comprends. il est important d'avoir les idées qui vont et qui viennent, et donc à un moment donné, ne rien faire est très important. Ne rien faire, ne rien écouter, être là en train d'avoir le cerveau qui s'ennuie et donc qui se met à cogiter pour bouger le vide. C'est comme ça qu'on crée, hein. Sinon, l'ennui, c'est un très bon moteur. Il faut savoir l'utiliser, évidemment. Je voulais parler d'un truc toujours à propos de Mars. Quelque chose qui marche bien en vulgarisation, c'est le mélange fiction et vulgarisation en bande dessinée. Par exemple, dans le Mhm. thème de la conquête martienne, il y avait Mars Horizon de Florence Porcel et Erwan Surcouf. Copain Erwan, si tu m'écoutes, bisous. Bisous, Et Erwan, je ne connais pas. c'est l'homme le plus drôle du monde, il faut le Ah, connaître. Et donc c'est une bande dessinée sur une expédition martienne. Et il y a donc un prétexte fictionnel pour lier tout ça, mais c'est vraiment très documenté pour présenter comment serait la conquête spatiale dans 10 ans, quoi. Grosso modo, comment serait la conquête de Mars dans 10 ans si on voulait y aller. Et ça marche très bien. Par contre, c'est un peu plus de la vulgarisation, un peu moins pas enfin, du roman, quoi. Et il y a une question de dosage qui fait que euh, on passe assez, on est obligé de faire des sacrifices pour passer de l'un à l'autre, et je pense pas qu'il y a une solution miracle où on a un roman qui fait de la bonne vulgarisation scientifique ou un livre de bonne vulgarisation qui fait du bon roman. D'ailleurs, j'ai une bonne grosse collection de livres de vulgarisation scientifique de différents niveaux. Euh, Quelquefois, les auteurs se lâchent au niveau narratif à essayer de faire du roman. C'est systématiquement pas très bon. je vois Voilà. ça beaucoup. De temps en temps, alors, j'aime bien lire des biographies. Et il y avait une biographie que j'avais beaucoup aimée qui est Van Gogh de David Asio, que je trouvais très bien documentée. Et la manière dont c'était écrit, il y avait vraiment un équilibre entre une forme de narration déjà pour qu'on tienne le fil, hein, pour qu'on reste là, ce qui est déjà pour une biographie avec quand même un ordre chronologique des faits, c'est pas forcément évident. Donc je trouvais qu'il y avait un bon équilibre et ça se lisait vraiment très bien. Mais on sentait que c'était quand même très documenté parce que tu avais des notes de bas de page, tu avais les références. À chaque fois qu'il citait une nouvelle personne, un nouveau tableau, on savait où trouver cette référence. Donc pour ça, c'était très bien. Et quelques temps plus tard, j'ai lu une biographie de Mata Hari Mhm. que je trouvais justement tellement romancée que je savais plus où j'en étais et ce que je trouvais embêtant, agaçant quasiment dans cette lecture, c'est que j'avais vraiment le sentiment que la personne qui avait écrit cette biographie prêtait des émotions ou des sentiments à Mata Hari. On dirait, ah bah Ouais. Mata Hari, elle a ressenti ceci ou cela. Ce qui est ce qui était possible finalement avec la biographie écrite par Monsieur Asio sur Vincent Van Gogh, parce que quand c'était dit Vincent Van Gogh avait ressenti, je ne sais pas, de la détresse, qui malheureusement lui arrivait beaucoup, euh, c'était documenté parce que c'était basé sur une de ses lettres. On dit note de bas de page, lettre machin, il dit à son frère Théo que ça va pas. Et, euh, et pour ça, je trouvais qu'il y avait un bon équilibre. Mais attribuer des choses qu'on ne sait pas, ça me dérange. Ouais, j'ai le même problème et ça m'est arrivé récemment avec une biographie de André-Marie Ampère, Le euh, monsieur des ampères, le monsieur des ampères des... électriques, oui. Et parce Ouais. que Ampère, il avait la réputation d'être le plus distrait de la planète, et de faire des tas de dingueries sous le coup de la distraction. Donc je me suis dit, tiens, je vais lire une biographie pour voir si c'est vrai ou pas. Alors il y a beaucoup de légendes Mm. là-dedans, même il était très distrait quand même. Bon. Et je suis tombé donc sur une biographie, première partie, très bien. Bon, présente le contexte historique, la Mhm. naissance du personnage, etc. Et d'un coup,
Ben, monsieur le biographe peut pas s'empêcher de commencer à faire des suites dialoguées entre André-Marie Ampère et sa mère. Et sa mère. Ah Oui. oui, en plus, on tombe dans la psychanalyse presque. Bah non, c'était vraiment du pratico-pratique dans le cadre de la Révolution, mais ça se basait sur rien. Donc c'était pas basé sur des courriers, c'était Et des... était-ce utile? Non. Non, honnêtement, ça portait... Ça, moi, ça m'a sorti complet du livre. Et surtout, les dialogues étaient... Ils voulaient à tout prix mettre des informations dedans. Donc, les dialogues étaient totalement... Enfin, étaient absolument pas naturels. Parce que jamais deux personnes qui se connaissent et vivent dans la même maison se seraient dit ça, vu qu'ils parlaient de choses que les deux connaissaient très bien déjà. Mhm. Donc c'était une façon de faire de l'exposition qui était totalement insupportable en fait. Et ça recommençait plus tard pour son mariage, alors que c'est pareil, il n'y avait pas de source non plus. Bon, il imagine un dialogue avec la nouvelle mariée pour parler de la politique lyonnaise sous la Révolution. Franchement, il valait peut-être mieux pas faire ça, voilà. Mais des fois, les écrivains peuvent pas s'empêcher d'essayer de faire des choses sur lesquelles ils sont pas très bons. Et bon, faut essayer, hein, mais là, des fois, ça marche pas. Il faut s'en rendre Non, compte. l'expérimentation, c'est important. C'est Oui, peut-être aussi important que de s'ennuyer parfois. ouais, mais c'est important d'avoir quelqu'un dans son entourage qui vous dit, fais pas ça, c'est nul. Moi, j'en ai un, ça m'aide. J'ai un ami qui un jour, qui relit souvent mes nouvelles, je lui envoie une de mes nouvelles et il me dit, et ouais, je l'ai lu, c'est une blague, elle est où la vraie nouvelle? Parce que ça, franchement, ah, puis ton personnage principal, mais il a tarté, il fait quelque chose, tue-la. Ok. Et j'ai fait OK, j'ai tué au milieu de la nouvelle, je tue le personnage principal, et d'un coup c'est devenu beaucoup moins ennuyeux et beaucoup plus intéressant. Et j'ai réussi à la publier du coup. Ouf. Donc, Bah, c'est pas si mal. quand on écrit aussi, c'est important d'avoir quelqu'un qui n'hésite pas à vous dire quand c'est nul. C'est comme ça qu'on s'améliore. Ça me rappelle cette fois, anecdote un peu privée, mais où je te racontais que je voulais écrire quelque chose avec pour base une histoire où le contexte c'était qu'il y avait beaucoup de neige, énormément de neige et qu'on était bloqué sous la neige. Et tu étais parti sur un argumentaire, justement, c'est ce qui m'a donné l'idée de ce podcast, hein, d'ailleurs, de cet épisode de podcast. Tu m'apportes des idées, attention. Alors, ne me faisons pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je te racontais que oui, euh, le, le, le prétexte de cette histoire, telle la tempête martienne où les gens se barrent, c'était qu'il y avait beaucoup de neige. En fait, je veux des gens bloqués, mais je veux pas qu'ils soient bloqués par un virus, grosso modo. Mais je veux qu'ils soient bloqués chez eux et que ça soit difficile de se déplacer. Je leur dis, bah, allons-y, mettons de la neige. Et je pense que j'ai pensé à ça. Arrête de cliquer, s'il te plaît. Et Pardon. donc, je pense que j'ai pensé à ça parce que, peut-être parce qu'il neigeait l'avant-veille, je ne sais pas. Et tu m'avais dit non, c'est pas possible, il peut pas neiger. Si dans le futur, c'est beaucoup plus plausible qu'on ait des tempêtes de sable et pas de la neige, l'ère glaciaire c'est terminé. Et je me suis dit, merci Olivier, c'est très gentil, mais je n'ai jamais dit que ça serait de la science-fiction. Je te dis juste là qu'il neige. Je ne dis pas qu'il neige pendant 5 ans de suite. Ok, on peut s'engueuler en public si tu veux, parce que j'ai d'autres arguments. Oui. Non, on va éviter de s'engueuler en public, hein. Je pense que là, j'ai assez donné. Il fallait que je raconte cette histoire de Oui, comment mes fallait, amis me torturent et me disent que il mes skis fallait que sont ça nuls, sorte. alors que c'est juste Allez. parce qu'ils m'écoutent pas. Est-ce que j'ai dit que c'était nul? J'ai dit que c'était pas plausible. Non, Après, tu l'amènes comme tu veux, hein. Parce que bah, moi, j'ai bien été bloqué une semaine sous la neige. Mais une semaine. exactement. Une semaine. Voilà. Mon C'est, histoire pouvait durer une semaine. C'était peut-être une nouvelle. moi, oui, un roman peut durer une semaine, hein, c'est pas un problème. Voilà, un roman peut. Oui, on en connaît des romans On qui fait ce durent. qu'on veut. Il y a un roman, c'est Marie Vintra, je ne sais pas comment on dit, qui a publié cette année un roman qui a bien marché, enfin l'année dernière, 2024, Blizzard, roman très court, mais où les gens sont bloqués dans la neige. Voilà, Voilà. très, très court parce que de nos jours, la neige, elles font tout de suite. Voilà.
Oui, bon, merci. Ils sont en Alaska, alors ils peuvent être bloqués dans la neige D'accord, longtemps. d'accord, c'est bon. C'est bon. J'insiste pas. Eh bien, sur cette conclusion neigeuse, merci beaucoup, Olivier. Merci pour ta présence lors de ce podcast. Comme conclusion réelle, et non, c'est que c'est bien, on peut écrire des choses qui ne sont pas strictement réelles scientifiquement, mais n'en faites pas des tartines. Voilà. Prenez pas Et vos puis pour le lecteurs pour des reste, buses. pour des buses. Et puis rémunérer les auteurs. Ouais, et achetez mon livre. Acheter les livres d'Olivier, Ouais, surtout le dernier, c'est le mieux. surtout le dernier qui s'appelle La grande cuisine cosmique aux éditions Tana. Et, Tana, T-A-N-A. et il est beau. Il est très beau. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt. Merci. À bientôt, merci. Merci Hélène pour la production. Et comme on dirait à une certaine époque, à vous les studios.